Allez, c'est parti pour la matinale gestion de fortune, investissement, conseil, profession CGP, patrimoine 24. Je suis avec Clément Lemaire. Clément, bonjour. Bonjour Frédéric. Clément, vous êtes directeur du développement d'Irbis Finance. On va revenir sur cette structure qui est une structure relativement jeune. On est ensemble pour faire le point sur votre actualité. C'est une nouvelle version d'Irbis Map. C'est quoi Irbis Map? Alors Irbis Map, ça a été le premier outil 100% digital créé en 2015, Ouais. dédié à la classe d'actifs produits structurés. Et ça me permet de faire quoi? Alors c'est un outil qui a plusieurs fonctionnalités. Ouais. La première, c'est d'agréger l'intégralité d'un stock de produits structurés d'un cabinet de gestion de patrimoine, d'une banque privée. Et ça permet de piloter les différentes échéances du portefeuille, de piloter le risque et surtout d'avoir un format de reporting unique. Pour chaque produit structuré. C'est-à-dire que dans ce Irbis Map, je vais trouver vos propres produits structurés Tout à fait. siglés Irbis, mais aussi ceux de la concurrence, c'est ça? Tout à fait. En fait, cet outil permet d'agréger des produits qui auraient été conseillés par Irbis, mais également des produits qui peuvent être faits par d'autres fournisseurs de produits. On peut revenir sur Irbis, vous faites des produits structurés. Je dois avouer que je vous connais pas très bien, je pense ne pas être le seul. Alors Irbis Finance, on est plutôt jeune sur le marché, Ouais. puisque la société a été créée fin 2015 et l'activité a débuté début 2016. Ouais. La société a été créée par Antoine Delon et Yves D'accord, Conan. c'est un nom qui parle à un certain nombre d'auditeurs. Et notre métier, c'est de conseiller des professionnels de l'épargne, donc conseiller en gestion de patrimoine, family office, dans la conception et le suivi des produits structurés. D'accord. Donc on intervient exclusivement sur cette classe d'actifs. D'accord. Vous êtes concepteur, donc vous Tout à pouvez fait. faire du produit à la demande, c'est ça? Exactement, du produit sur mesure, c'est-à-dire qu'on va travailler aussi bien des enveloppes qui vont être travaillées au sein de l'assurance vie, mais également des enveloppes qui vont être travaillées sur du compte titre. D'accord. Ça bouge pas mal chez vous, outre cette nouvelle version d'Irbis Map. Il y a aussi pas mal de recrutements en ce moment. Exactement, on a recruté plusieurs personnes. On a d'abord recruté un directeur technique pour justement améliorer notre outil Irbis Map. Et on a surtout recruté un directeur des relations investisseurs pour développer la partie banque et gestion privée. Donc c'est une clientèle que nous, on n'adressait pas encore. Combien de personnes chez Irbis Finance? Alors c'est 12 personnes aujourd'hui. D'accord. Et c'est une équipe de 5 personnes à la vente aujourd'hui sur la classe d'actifs. Les recrutements, vous allez continuer? On est ambitieux, donc on souhaite donc recruter. il faut des moyens. Il faut des moyens. Entre autres des moyens humains. Exactement, et on va continuer de recruter bien évidemment sur l'année 2022. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur les spécialités? Parce que des gens qui font des produits structurés sur la place de Paris, on a un certain nombre. C'est quoi votre différence? Alors notre différence, c'est déjà une expérience sur cette classe d'actifs. Les fondateurs ont plus de 15 ans d'expérience sur cette classe d'actifs chacun. Et c'est surtout notre différence, ça va être le service qu'on va vouloir apporter à nos partenaires. Donc via l'outil. Mais on a parlé de ce fameux Irbis Map qui apporte de la transparence. C'est quoi les autres services? Les autres services, ça va être de l'accompagnement au quotidien, de la formation. On intervient énormément sur la formation de nos partenaires CGP. On intervient énormément dans le suivi de ces produits-là en cours de vie. Donc on est un acteur qui est présent de la conception jusqu'à l'échéance des produits. Est-ce qu'on peut faire un petit bilan plus largement, au-delà d'Irbis, sur ce marché des structurés? Selon vous, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas? Parce qu'il y en a quand même beaucoup. Il y a des produits de campagne, il y a du sur-mesure. Il y a des produits avec des sous-jacents très connus, des fois des sous-jacents qui tombent un peu de la lune. Selon vous, qu'est-ce qui marche? Et l'expérience d'Irbis, commercialement, qu'est-ce qui se vend? Exactement. Alors, c'est déjà un marché qui est en forte croissance, pour plusieurs raisons. Déjà, on a des marchés porteurs. On a une classe d'actifs qui se démocratise énormément dans les allocations d'actifs. On a un marché qui forcément évolue avec l'arrivée de nouveaux émetteurs sur le marché, donc des banques internationales. Ça apporte de l'innovation. Nous, notre rôle, c'est de justement aller capter cette innovation et de la proposer à nos partenaires. Le marché, il est relativement attractif en ce moment, même si les marchés sont hauts. C'est-à-dire qu'on peut adapter les formules de produits structurés au niveau des marchés. C'est une des seules classes d'actifs qui permet de le faire, c'est justement de pouvoir construire un produit plus défensif lorsque les marchés sont hauts et inversement, lorsque le marché est un peu plus bas, d'aller chercher un peu plus de rendement. C'est vrai qu'il y a une bonne convergence parce que les marchés actions sont chers, l'obligataire c'est compliqué, les taux sont en train de remonter, les matières premières c'est du yo-yo, l'or est cher, l'immobilier on n'en parle pas, et donc c'est vrai que les structurés, il y a un engouement de la part des investisseurs. Tout à fait. Alors nous, par exemple, sur nos produits, on essaye énormément aujourd'hui d'adapter les produits que l'on conseille au niveau actuel des marchés. Donc on va plutôt aller sur des produits qui vont verser des coupons de manière périodique, même en cas de baisse de marché. C'est quand même une des seules classes d'actifs qui permet de le faire.
construit également énormément de produits sur des autocols dégressifs, ce qu'on appelle dégressifs. Autocols dégressifs. Rappelez-nous ce que c'est. Un autocol dégressif, c'est un produit autocol où on va accumuler du coupon en cours de vie. Ouais. Et la barrière dégressive va permettre d'adapter le seuil de rappel au niveau des marchés, c'est-à-dire qu'on pourra être rappelé par exemple dans 4 ou 5 ans, même en cas de baisse de marché. Allez, un de vos produits récents dont vous êtes le plus fier, qui vous semble le plus innovant, le plus qui répond le mieux à la situation? Alors, c'est un produit qui est un peu hybride. C'est un produit qui permet différentes choses. Premièrement, il permet d'accumuler, ce que je disais tout à l'heure, du coupon, même en cas de stabilité ou de hausse des marchés dans le temps. Mais il permet également de verser du coupon à la baisse. C'est ce qu'on appelle un produit Phoenix Combo. C'est un produit qui permet d'avoir à la fois un coupon versé à la baisse, et là, mais également... On a quoi comme sous-jacent? On a un indice européen, Equal Sector. C'est un indice propriétaire d'une banque. C'est un indice qui permet d'être indexé au marché européen avec une équipondération de l'ensemble des secteurs. Ok, très clair. Clément Lemaire, merci d'avoir été avec nous. Merci Frédéric. À bientôt. À très bientôt. Merci. Allez, on continue la matinale. Je suis maintenant avec Mathieu Sanlaville. Mathieu, bonjour. Bonjour Frédéric. Mathieu, vous êtes CGP, vous êtes le patron de Norma Conseil, un cabinet que vous avez créé et qui est en Normandie, près de Caen, c'est ça? C'est bien ça. On est ensemble pour faire le point sur un certain nombre de produits sur lesquels vous avez, je dirais pas les coups de gueule, mais des petites mises en garde. Le private equity, vous dites, ouais, il y a le meilleur, il y a du bon et il y a du moins bon. Oui, effectivement, j'ai passé quand même 10 ans dans le milieu, donc on va dire ma petite expérience, exactement, chez 1, 2, 3 IM, ou Venture pour les anciens. Et pendant 10 ans, j'ai vu des choses à boire et à manger. Et donc c'est vrai que c'est pas évident pour les conseillers en gestion de patrimoine d'être sélectifs. Qu'est-ce qui fait qu'un fonds qui investit dans le PE vous inspire confiance ou au contraire vous dites méfiance? Déjà, il y a l'équipe de gestion, c'est-à-dire que je pense que pour contredire un petit peu ce que dit l'AMF, j'espère qu'ils nous écoutent pas. L'AMF dit beaucoup de choses, vous pensez à quoi? Que les performances passées préjugent des performances futures. Pour contredire un petit peu les choses, c'est-à-dire que là, l'équipe de gestion et son track record dans le private equity, mine de rien, c'est qu'on sait qu'il y a des bases quand même qui sont assez solides. Une façon de travailler, des process, et qu'il n'y a pas que des guignols. Donc c'est quand même, je dirais, une certaine réflexion à avoir sur la partie track record. Donc si je vois un offreur qui tombe un peu du ciel, qui avant faisait des actions bulgares et qui se met à faire du private equity, je vais dire je vous laisse investir tout seul, Frédéric. Voilà, moi, je vous suivrai pas. Votre meilleure expérience en matière de private equity et puis la moins bonne? Écoutez, la meilleure, forcément, que j'ai en tête, c'est quand on sonne la cloche sur l'introduction en bourse de Criteo, qui était l'une de nos participations dans un FCPI, où les gens étaient un peu mécontents parce qu'on voyait que la valeur stagnait du FCPI. Alors, quand est-ce qu'on va gagner de l'argent, etc. Et effectivement, l'innovation, on a 1 ou 2 pépites, on a quelques déceptions, et quand les pépites explosent, là, les gens font plus de 2 fois la mise, et là, ils retrouvent la banane. C'est le principe de la diversification. Et c'est le plaisir de financer des sociétés innovantes dans le private equity aussi. Le moins bon souvenir, ou un des moins bons? Tout perdu. D'accord. Faut pas qu'il y en ait trop. Voilà. Faut qu'il y ait suffisamment de succès pour contrebalancer effectivement les ça arrive parce que précisément, parfois il y a un bénéfice fiscal et certains investisseurs sont obnubilés par le bénéfice fiscal. Certes, il y a un bénéfice fiscal, mais si le fonds perd 50% de sa valeur, en fait, le problème, c'est que ce soit, alors j'incrimine personne, mais on a toujours plutôt mis en avant l'avantage fiscal et pas le sous-jacent. Mais de l'autre côté, l'État nous dit, je vous mets une carotte fiscale parce qu'il y a du risque. Et donc, personne n'irait spontanément peut-être sur un SCPI s'il n'y avait pas la petite carotte fiscale. Autre sujet qui vous interpelle, vous, en tant que CGP, vous êtes au contact des investisseurs, c'est l'ISR. Et c'est vrai que l'ISR, il y a beaucoup d'entreprises qui en font. Il y a aussi un petit peu de greenwashing, des gens qui sont, on va dire, un petit peu opportunistes. Le sujet, il est un peu double. Il y a côté chef d'entreprise et côté fonds. C'est-à-dire que côté chef d'entreprise, sans faire finalement de l'orgue de bois, c'est une bonne chose l'ISR, puisque ça oblige certaines personnes, certains gérants d'entreprise à adopter des modes de gouvernance, des modes de gestion peut-être qui sont différents. C'est vertueux, ça engage à être, ça pousse à être vertueux. Ça pousse à être vertueux, et puis s'ils n'ont pas finalement ce mode de gestion, ils n'ont pas de sous. C'est-à-dire que les fonds d'investissement, pour investir au capital d'une société, vont regarder finalement de certains critères. Donc être chef d'entreprise, maintenant, on est obligé de finalement être ISR compliance. Ok.
Voilà. Donc ça c'est positif. Des bémols, des réserves. Vous aviez un peu des réserves, un peu dur quand on préparait cette émission. Des réserves, en fait, c'est que maintenant tout est ISR. Donc c'est-à-dire que tout est beau, tout est gentil, mais pas forcément. C'est-à-dire qu'il faut arriver, et c'est très compliqué. Ouais. En échangeant avec les gérants, on arrive finalement après à distinguer ceux qui font de l'ISR par défaut parce qu'il faut le faire. Comme tout le monde. Voilà. Ouais. Et après ceux qui intègrent ça comme des vraies convictions de gestion. Alors après, le vrai du faux, bon après c'est un petit travail et après c'est aussi avec le temps qu'on arrive à déceler tout ça. Allez, pour terminer, Mathieu, on va pas faire d'économie fiction, on termine l'année 2021. 2022, est-ce que vous êtes confiant ou est-ce que vous êtes inquiet, sachant que les marchés sont chers, on se dit qu'il y a un moment ça va corriger, il y a une reprise du Covid, on nous dit que l'inflation risque d'être là, il y a un durcissement. Vous êtes un peu déprimé, non, Frédéric? Non, je suis pas spécialement déprimé, mais j'essaye d'être assez vigilant. Bah, en fait, j'ai une question dans mon profil de risque que je fais aux clients qui met « Quelle est votre vision de l'économie française d'ici 3 ans ?» Et ben, la plupart me répondent « Moins bon ». Et moi, je leur réponds, non, moi, si je peux vous contredire, allez-y, on est là pour ça. C'est que moi, plutôt, j'ai une vision où ça va aller mieux. Parce que, en fait, on est souvent aussi autoréalisateur. C'est-à-dire que si on déprime, on consomme moins. Si on dépense moins, du coup, il y a un petit peu moins de croissance. Il faut toujours avoir quand même un esprit assez optimiste, donc prudemment optimiste. D'accord. Sur 2022, les marchés, là, le CAC 40... Je ne vais pas vous annoncer un CAC à 8000 points, Frédéric, c'est pas mon genre. Mais vous ne pensez pas qu'à un moment, ça va consolider ? Certains disent c'est peut-être le moment de prendre ses bénéfices, de sortir des marchés, des bien sûr, mais en fait le problème c'est que sur toute classe d'actifs, personne veut sortir. C'est-à-dire que personne veut vendre ses actions, personne veut vendre son immobilier, parce que tout le monde veut garder son territoire acquis, ne veut pas rater le train, et donc tout le monde est dans le train. On se regarde un petit peu, il y a encore de la place, mais la place est raide et dure. D'accord, très bien. La place est dure. Merci Mathieu d'avoir été avec nous. De rien. À très bientôt. À bientôt Frédéric. Au revoir. Allez, on continue la matinale. Je suis avec Sébastien Guillaudeux. Sébastien, bonjour. Bonjour Frédéric. Sébastien, vous êtes le directeur du développement de Star Invest. Votre actualité, c'est que vous êtes en lancement de la campagne 2022. Vous ouvrez les pré-réservations sur du Girardin, c'est ça? Exactement. Mais normalement, le Girardin, c'est assez saisonnier. C'est plutôt en fin d'année fiscale qu'on se précipite pour faire un peu de défisque, non? Exactement. Depuis très longtemps, effectivement, on avait un vrai afflux de demandes sur la fin de l'année, ce qui reste encore un petit peu le cas. Néanmoins, petit à petit, les cabinets de gestion de patrimoine anticipent. Parce qu'on est sur un marché de pénurie, donc on a souvent plus de demandes que nous sommes capables, en tout cas sur le marché global, de générer d'offres sur le Girardin. Donc, ils commencent à se positionner de plus en plus tôt, et pour avoir une espèce de visibilité sur l'année, on anticipe, et donc nous aussi, on doit être prêts pour eux. Donc les partenaires font des pré-réservations. Exactement. Ils se positionnent sur un certain nombre d'enveloppes que nous sommes en train de sortir. C'est mieux pour eux, parce que ça permet de prendre le temps de regarder l'offre. Puis pour vous aussi, j'imagine que c'est mieux d'avoir un peu de visibilité sur les flux financiers. Exactement, et puis alors surtout ça nous met dans une dynamique dès le début de l'année, sur la fin de l'année et sur le début de l'année, donc c'est aussi très positif pour les équipes qui sont en Outre-mer, aller démarcher les exploitants pour justement solliciter un certain nombre de besoins qu'ils auraient en investissement, et puis pour les cabinets aussi de pouvoir se rassurer, de se dire tiens, pour cette partie de leurs activités, ils peuvent enfin se dire tiens, on a telle ou telle opération, et c'est vrai qu'en fin d'année, on est déjà sur sur la fin d'année 2021, nous sommes sur des listes d'attente, donc c'est vrai que c'est toujours un petit peu délicat pour ceux qui se positionnent un peu tard. Voilà. Pour être sûr de comprendre, cette pré-réservation, c'est quoi? Je réserve un bloc de X milliers d'euros, et puis après, je vais l'affecter au fil de l'année à certains de mes clients en fonction des objectifs. Exactement. On a énormément de flexibilité, nous, sur cette évolution que nous, on propose. Donc aujourd'hui, effectivement, ils nous donnent une enveloppe globale, et en fonction de la période qui préfèrent dans leurs activités, on adaptera et on essaiera de s'adapter au maximum pour tous les cabinets. Chacun a son mode de fonctionnement, donc à nous d'être flexibles. Sébastien, est-ce qu'on peut faire un petit bilan 2021 sur le Girardin? L'année se termine. L'année se termine. C'était une belle année? Alors, c'était une année en progression, encore pour nous, donc ça, c'est plutôt très positif. On a eu de très belles opérations à la fois en plein droit, donc c'est
des opérations qui sont sur des montants d'investissement inférieurs à 250 000 euros. Donc ça, on a une belle dynamique dans les différents territoires. Et puis encore une fois, une belle année sur des opérations avec agrément, à la fois en logement social sur la Nouvelle-Calédonie, et puis aussi sur des belles opérations qu'on a eues à La Réunion cette année. Donc c'est plutôt très positif et on est ravis. C'est encore une bonne nouvelle. Sur 2021, l'opération dont vous êtes, je dirais pas le plus fier, mais celle dont vous dites, c'est quand même un beau truc. Alors, il y en a plusieurs. On est tous fiers parce que toutes ces opérations demandent parfois de l'instruction qui dure 3-4 ans. Ouais. Donc c'est beaucoup d'énergie qu'on dépense. Et quand on arrive au bout, là, on a un programme hôtelier, on a un cinéma, on a des choses qui sont quand même plutôt très positives. Donc on est ravis. Voilà. Bon. Il y a un sujet que j'aimerais qu'on aborde, qui est un petit peu à la périphérie, c'est que votre maison Saint-Rinvest émet parfois des obligations pour son propre compte. Exactement. Quoi, alors, on peut en parler ou pas ? On peut en parler légèrement parce qu'on n'est pas. On peut tout dire. Ouais, mais on est quand même un peu restreint. Donc, comme on n'est pas sur de l'appel public à l'épargne, donc je vais donner quelques éléments. On a des besoins d'investissement, c'est-à-dire qu'on est en train de se développer. On a des vous en tant qu'entreprise. Exactement. À la fois sur des programmes immobiliers et sur autre chose, et même sur des transitions internes. Et donc nécessairement, l'obligation est une source de financement aujourd'hui. Ça nous paraissait assez logique. On a une foncière immobilière sur laquelle on a adossé ces obligations, donc c'est une sécurité pour l'investisseur. Et puis on est sur un marché de niche. Notre métier, c'est de faire du marché de niche. Jardin, c'est un marché de niche. L'obligation, de la façon dont on l'a construit, c'est sur du court terme, avec des rentabilités qui sont plutôt bonnes, et énormément de flexibilité. Donc sur des solutions de très court terme pour des investisseurs, on a une solution. Bon, besoin de financement pour développer votre activité. On peut rappeler les grands chiffres de la maison Star-Invest? Ça fait plus de 25 ans qu'on existe. C'est plus de 3 milliards d'euros d'opérations montées. C'est plus de 450 agréments. C'est plus de 400 cabinets partenaires. C'est des activités aussi diverses, comme l'immobilier, comme j'en parlais tout à l'heure, mais aussi de l'hôtellerie de plein air, une activité qu'on est en train d'essayer de développer et de construire autour potentiellement d'un produit d'investissement à terme. Voilà. Et puis, c'est 60 collaborateurs répartis à la fois en métropole, mais surtout dans les territoires. Une dernière question, Sébastien. Votre plan stratégique à 5 ans, Star-Invest, ça ressemble à quoi dans 5 ans ? Si on continue sur cette dynamique, c'est de doubler nos volumes. C'est quand même l'objectif. C'est de continuer notre évolution dynamique dans la modernisation des outils, à la fois pour nous en interne, donc une évolution informatique, et puis aussi pour les investisseurs et les cabinets de gestion de patrimoine qui travaillent avec nous. Voilà. Ok, c'est clair. Bon, on vous souhaite succès sur cette voie. Sébastien, merci d'avoir été avec nous. Merci Frédéric. À bientôt. À très bientôt.